Voilà, bonjour, il est l'heure, donc je commence. Alors, aujourd'hui, je voudrais montrer comment on utilise Maple, ce qui est quelque chose d'assez simple, mais je voudrais insister euh, sur le module que Maple a introduit il y a quelques années de chimie quantique et qui a beaucoup progressé. Voilà. Chimie quantique, ça fait souvent un peu peur, mais en pratique, c'est tout simple. Donc, c'est ça l'objet de ma présentation. Je vais quand même présenter Maple et son utilisation parce que personnellement, c'est un outil que j'utilise absolument tous les jours, mais tous les jours, tout le temps. J'essaye de ne pas utiliser Word, j'essaye pas de ne pas utiliser les autres logiciels. Dans le même, je fais tout, c'est-à-dire que j'écris des articles, j'écris des livres, je calcule, je représente, je fais des statistiques. Enfin, c'est vraiment très, très, très extraordinaire. Enfin, et je ne pourrais pas m'en passer. Voilà. Alors, je partager l'écran où j'ai mis un fichier Maple. Alors, voilà comment on partage l'écran. Share, voilà, comme ça. Euh, alors, je vais faire ça comme ça. C'est pas encore très bon. Euh, voilà. Non, c'est pas ça. Ah, euh, comment est-ce qu'on partage l'écran? Voilà. Voilà l'image. Ah, voilà, le voilà. C'est ici. Ça y est. Voilà. Donc, j'espère que ça apparaît correctement. Le, voilà, donc ici, donc, j'ai le logiciel Maple ouvert. Donc, il y a une barre des tâches en haut. Il y a, à gauche, il y a ce qu'on appelle des palettes, c'est-à-dire si je clique sur un de ces symboles, il vient directement dans le corps du document. Je n'ai pas besoin de le taper moi-même. Voilà, alors je vais le balayer en signalant d'abord qu'il y a ce qu'on appelle des sections, c'est-à-dire, alors j'y vais ici, par exemple, en voilà une, il y a un triangle, ça veut dire une section. Une section, c'est une partie du document, et là, elle est fermée, donc on ne voit pas apparaître, mais il suffit que je clique, et à ce moment-là, apparaît la partie du document. Et dedans, il y a des sous-sections sur lesquelles je peux cliquer, et ça apparaît, puis des sous-sous-sections autant que je veux, voilà et je règle ça en bleu, en rouge, en vert, en gros, en petit. Enfin, c'est très facile. Donc, pour bien voir la structure du document, je vais donc fermer toutes les sections, mais je vais aller dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ici, il y a une ligne où il y a des instructions. Alors, c'est pas très difficile. Restart, ça veut dire que j'efface les mémoires, donc ça sera propre. Withplot, ça veut dire que je donne l'indication de charger des modules pour aller faire des représentations. Withplot Tools, c'est des représentations complémentaires. With Statistics, ça veut dire que je vais présenter des résultats statistiques. Donc, il y a un paquet d'informations statistiques. Et with Quantum Chemistry, bah, c'est la même chose pour des calculs de chimie quantique. Voilà. En gros, c'est la résolution de l'équation de Schrödinger sans qu'on ait à mettre les mains dans le cambouis. Voilà, donc ça, je vais cliquer là-dessus. Là, il y avait une petite roue qui tournait parce qu'il est en mode sauvegarder les modifications toutes les 5 minutes. C'est ce que je lui ai demandé. Et voilà, là, je fais Enter. Je me mets n'importe où dans la ligne. Je fais Enter. Ça y est, c'est fait. Bon, il a ouvert, mais c'est un détail. Alors voilà le plan qu'on va suivre. Donc, on va d'abord expliquer que Maple est un logiciel de calcul formel. Bon, qui fait tout ce qu'on a besoin en food science et en food technology. Il peut être utilisé pour la résolution de systèmes d'équations. On le verra dans le cas de calcul de pH, par exemple. On n'a plus besoin de calculer les pH. Ça se fait tout seul. Je vais montrer très rapidement quelques utilisations de statistiques.
Ensuite, ce qui est plus intéressant, enfin, pas plus intéressant, ce qui est différemment intéressant, la représentation des molécules. Donc là, je me lamentais les temps derniers parce qu'on avait à AgroParisTech un logiciel de représentation que nous n'avons plus parce qu'on a décidé de ne pas payer les licences. Donc là, je m'en tire comme ça. Très bien, d'ailleurs, sans doute mieux. Et puis, des calculs de chimie quantique, les orbitales, etc., etc. Voilà. Alors, on commence par le 1. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Donc, alors, premièrement, donc Maple permet d'écrire de façon structurée. C'est ce que j'ai expliqué avec les sections, les sous-sections. Donc, par exemple, quand j'écris un article, ben, j'utilise un moule qui est tout fait, hein, qui comporte le titre, auteur, affiliation, table des matières, euh, voilà. Et puis ensuite, introduction, méthode et matériel, avec méthode puis matériel, résultat, interprétation et discussion, conclusion et perspective. Voilà, alors, il y en a certains que j'avais ouverts, certains qui ne sont pas ouverts. Pour l'instant, c'est vide, mais voilà ce que j'ouvre immédiatement quand j'écris un article. Et comme ça, c'est structuré. Alors, je peux structurer davantage, mais je ne vais pas insister beaucoup. Donc, c'est ainsi quand même que j'ai écrit un de mes livres en une semaine. Le livre La cuisine note à note en 12 questions souriantes, paru aux éditions Belin en 2014 ou 2016, je ne sais plus. Je l'ai écrit comme ça, c'est-à-dire que, alors là, j'ai pas utilisé la séquence IMRAD que je viens de montrer, mais j'ai mis chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et puis dedans, j'ai fait des sous-chapitres, et puis ensuite des sous-sous-chapitres, etc. Et quand la longueur voulue était atteinte, quand j'avais atteint le degré voulu de précision, ben, j'ai mis les phrases en français, j'ai supprimé la structure, enfin, l'apparence de la structure, et le livre était écrit. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si c'est un bon livre, je sais qu'il s'est bien vendu, mais c'est une autre question. Voilà, c'est revenu. Alors, je repartage mon écran, que voilà, toujours, ici. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Share. Et je reprends mon explication. Donc, pour calculer, donc, on peut calculer numériquement. Alors bon, ici, j'ai tapé 5,720, j'ai fait un slash, ça fait automatiquement la barre de fraction, j'ai tapé 3,11, j'ai tapé un point, et puis ensuite exp de 0,2 sinus pi. J'ai tapé grand PI, j'aurais pu aller à gauche, ici dans la palette, pour taper pi. Voilà. Et j'ai fait Enter et je trouve 1,84, 10 puissance 0, c'est 1,84. Je l'ai affiché ici en format scientifique, j'aurais pu afficher avec des décimales. C'est vraiment un détail. Euh, voilà, je fais un clic droit, je fais numérique formatting, je vais lui dire aucun formatage, j'applique et il me donne des décimales. Alors, un nombre de décimales que j'ai fixé moi-même. C'est-à-dire ici, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres, mais j'aurais pu en donner 1000 ou 1 million, peu importe. Parce que Maple conserve en mémoire la vraie valeur et pas la valeur arrondie. Alors, on peut faire des calculs numériques en série. Donc ici, c'est un petit bout de code. Donc je fais for i from 1 to 5 do, et puis ça se termine par un end do. Et dedans, j'ai mis une expression. Alors, evalef, ça veut dire donne-moi la valeur numérique. J'ai mis de sinus 4i sur pi. Et puis, j'ai fait Enter et il a 1, 2, 3, 4, 5 fois, il a calculé la valeur. Bon, donc ça, c'est bien pratique. Alors, résoudre des équations, ça se fait également très simplement avec une instruction qui s'appelle solve. Donc, solve, et puis entre parenthèses, on donne quoi? On donne. Alors, là, on voit une accolade d'ensemble. Mais ici, l'ensemble, il est réduit à une seule équation. Voilà. Alors, cette équation-là, voilà, donc A2C2 moins 4B2 sur B, etc., elle est bien écrite. J'observe que les, les quantités sont en italique, ce qui doit être le cas. Et puis, je lui demande C. J'aurais pu demander B, j'aurais pu demander A, mais je lui demande C. Eh bien, je fais Enter et il me donne deux solutions que voici. Ça ne m'a pas fatigué beaucoup. Alors, ça pose une question sur la validation des calculs. Euh,
il y a évidemment plusieurs solutions, mais une première solution consiste à le calculer à la main et à le valider par Maple. Une deuxième solution consiste à faire l'inverse. Et puis, il y a d'autres solutions encore. Voilà. C'est-à-dire utiliser d'autres systèmes de résolution. Alors, on peut, dans certains cas, résoudre numériquement. Quand il n'y a pas de solution algébrique, ben, on fait une résolution numérique et ça marche tout aussi bien. Donc, une équation de cinquième degré, donc là, il y a pas de méthode générale et crac, on trouve deux solutions. Bon. Alors, tout ça va bien. Pour résoudre les équations différentielles, c'est le même type de système, sauf que, alors ici, j'ai une équation différentielle que j'ai tapée. Quand je fais Enter, elle apparaît telle qu'on la ferait en mathématiques. J'aurais pu la taper comme ça, d'ailleurs. Et puis, je lui ai donné un nom, cette équation différentielle. Je l'ai appelée ODE, ce qui n'est pas très original. Voilà. Donc, ici, j'ai dit à Maple, tu vas nommer ODE cette équation. Donc, ça veut dire en pratique, c'est tu vas mettre le deux points égal signifie tu vas mettre dans une mémoire qui s'intitule ODE cette équation. Voilà. Et ensuite, je lui dis ben, désolve, alors D comme differential, désolve ODE, et ben voilà, il me résout. Alors, il m'a introduit des constantes. J'aurais très bien pu donner d'emblée les valeurs euh, des conditions initiales, par exemple, ou des conditions limites, et il aurait résolu en donnant la valeur des constantes. Voilà. Bon, c'est fait, je passe au point 2. Alors, le point 2, le voilà. J'ouvre le point 2, résolution de système d'équations. Alors, j'ai pris cet exemple parce que donc on le trouve pour des calculs de pH. Et alors, on comprend avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, j'ai trois équations. Je vais y venir hein, d'abord. Donc, je donne le cas général. On a trois équations que j'ai inventées. Et puis, je lui dis solve. Alors, voilà l'ensemble des trois équations. Évidemment, il faut trois inconnus, x, y, z, et il me trouve la valeur. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu euh, à peu près juste auparavant. Alors maintenant, on va calculer des pH comme ça. Alors, je vais prendre par exemple une, une solution diluée d'un acide faible. Bon, alors, je prends l'acide acétique, qui est un acide faible. Dans ce document que je fais pour moi, en quelque sorte, moi, j'écris tout. Je m'écris à moi-même. Hein, et j'écris parce que en écrivant, je vérifie les mots que je pose. Voilà. Et puis, donc, j'écris l'équation. C'est-à-dire, pour l'instant, je fais de la chimie, je ne fais pas du calcul. Hein. De même, que les calculettes qui ont calculé les racines carrées, on s'est limité à utiliser le système. Ben, ici, on va utiliser le système, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la chimie. Donc, j'ai écrit l'équation de dissociation de l'acide acétique dans l'eau. Voilà. Bon, alors, je n'insiste pas sur H3O+, qui est en réalité hydraté, mais enfin, tout va bien. Hein. Donc, je me dis tout ce qu'il y a dans la solution, des molécules non dissociées, des molécules d'eau, des ions acétates, des protons, voilà. Et puis, j'écris l'équation de dissociation de l'eau, parce que c'est ce que je dois faire en chimie. Et puis maintenant, la question, calculer la concentration de toutes ces espèces, et notamment celle d'H3O+, parce que c'est comme ça qu'on aura le pH. Alors, comment faire? Alors, évidemment, certains se souviennent de la formule qu'ils ont apprise, pH égale 1,5 de pKa plus PC, mais il faut se souvenir des conditions dans lesquelles on peut les appliquer. Moi, je propose de ne pas utiliser la formule et de faire le calcul. Donc, il faut que j'explore le phénomène chimique, c'est de la chimie, puis ensuite, il faut que je calcule le pH. Bon. Alors, j'utilise ici ce que j'ai appelé le squelette de calcul. C'est une sorte de moule vide encore que j'ai en mémoire et puis que je charge chaque fois que je fais un calcul. Et ce moule, il apparaît ici, hein, et je ne vais pas insister dessus, voilà, comme ça. Je vais le fermer, je vais fermer le moule. Comme ça, on verra mieux sa structure. Voilà. Donc, il y a 1, la question posée, 2, l'analyse de la question, 3, la résolution, 4, l'expression des résultats, 5, conclusion et perspective, et 6, références. Voilà comment on devrait faire tous les calculs. Alors, la question posée, ça va être facile. Quel est le pH de la solution, etc. L'analyse de la solution, de la question, pardon. Donc, les données. Donc, je donne déjà le pKa. Bon, j'ai mis la référence ici, je la répéterai. La quantité d'acide acétique. Donc, ça peut être soit la masse, soit le nombre de moles.
Et puis la quantité d'eau, donc en général, c'est un volume. Les chimistes utilisent donc mol par litre. Voilà. Alors, ensuite, il me faut un modèle qualitatif, donc un schéma des hypothèses. Alors j'ai expliqué ce que c'est. Donc, je fais l'acide acétique. Bon, j'insiste, la figure a été dessinée avec Maple, mais on le verra plus tard. J'explique pas maintenant comment je l'ai obtenu. Mais je montre simplement que j'ai affiché le squelette donc, de la molécule. Maintenant, je l'affiche en 3 dimensions. Donc tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà le squelette, comme ça. Et surtout, je reviens à la chimie. Donc c'est un acide parce qu'il a un groupe acide carboxylique qui peut libérer un proton. Et puis, donc il y a le pKa. Et je me répète, mais ça coûte pas cher. Euh, je préfère me dire les choses plusieurs fois de suite et être certain de là où je vais. Hein. Et je répète même la question. Donc, on dissout cet acide acétique dans l'eau. Quel est le pH de la solution formée? J'insiste beaucoup parce que je vois souvent dans les copies d'étudiants et même de moi-même et de mes collègues euh, des divagations parce qu'on oublie quel est l'objectif. Je propose de toujours bien se souvenir de l'objectif. C'est pour ça que je me répète. Voilà, alors ici, c'est un peu long de traîner CH3CO-, donc j'ai abrégé en écrivant AH pour l'acide acétique, plus H2O donne A-, donc l'ion acétate, plus H3O+. Et puis l'eau, pareil, voilà. Et il y a une constante d'équilibre pour l'eau. Alors, mais la constante d'équilibre, c'est un pKe. Donc, j'arrive au modèle quantitatif maintenant. Alors, il faut que je donne des quantités, mais la concentration en AH, c'est encore un peu trop long et ça me force à trimballer ces crochets. Donc, je préfère dire ABCD, ça va très bien. Donc, il y a 4 espèces. Et puis, évidemment, crochet signifie concentration. Je ne me répète pas. Et alors maintenant, pour faire de la chimie, j'écris des lois de conservation. Alors, parce que c'est comme ça qu'on calcule des pH. Alors, la conservation de la matière, donc C, c'est la somme de A et de B. Et donc, j'écris l'équation de conservation. La voilà, équation 1. Euh, elle est vraiment toute simple à établir. Alors, je ne fais pas un cours sur le calcul de pH, donc j'y vais vite. Hein, mais voilà. Ensuite, la conservation de la charge électrique. Bon, donc, il y a une équation 2 que voici. Et puis maintenant, la conservation de l'énergie. Alors, l'énergie, en réalité, c'est couvert par le Ka et le Ke. Euh, pour des raisons simples qui découlent de la définition du potentiel chimique. Voilà. Le potentiel chimique, donc c'est la quantité d'énergie par mol. Hein. Et donc, il y a la constante K, elle est reliée à ça. Donc, voilà l'équation 4. Et maintenant, il faut que je résolve. Alors, j'ai un système de. Donc, la stratégie de résolution, elle est simple. J'ai 4 équations, 4 inconnues. Donc, je ne vais pas beaucoup me fatiguer. Alors maintenant, alors, ça pourrait être très rapide, mais j'ai décidé ici de montrer que on peut faire bêtement et on peut faire de façon plus intelligente. Quand on fait bêtement, c'est qu'on écrit équation 1, équation 2, équation 1, et on lui dit calcule-moi. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de solutions parce que Maple calcule en nombre complexe. Donc, ça ne nous plaît pas. Alors maintenant, on pourrait faire calculer en nombre réel. On lui dit, suppose que A est supérieur à 0. Déjà, ça veut dire que A, c'est une valeur réelle, positive. Pour B, pour C, pour D, voilà. Et puis, utilise ce qu'on appelle le domaine réel pour calculer. Alors, il va calculer, mais il y a encore trop de solutions. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il vaut mieux lui mâcher un peu le travail. Alors, par exemple, en indiquant d'emblée des données numériques. Alors, ici, bah, je vais donner l'expression du pK, voilà. Et puis, j'ai rentré une masse, j'ai rentré, voilà, enfin, pardon, M, c'est la masse molaire, et puis petit m, c'est la masse. Et puis voilà, et c'est rentré. Et puis avec ça, je lui demande la résolution. Et voilà, il me donne plusieurs solutions. Chacune des solutions est dans une petite accolade. Mais évidemment, il y a des solutions où il y a des nombres négatifs. Et ce n'est pas juste ça. Donc, je choisis la solution, la dernière,
où tous les nombres sont positifs. Et là voilà, j'ai fait un copier-coller, je l'ai écrit ici. Et maintenant, je prends le pH et j'obtiens 2,77. Alors, il faut valider le résultat. Alors, valider le résultat, je peux prendre la formule que je connaissais. Et ben, si je calcule le résultat, j'obtiens quoi? J'obtiens une valeur numérique de 2,76,7. C'est vraiment pareil, hein. Donc, je vois euh, que j'ai bien calculé. Alors, j'ai écrit ici la valeur exacte trouvée pour Léo par Maple est exacte. C'est vrai et c'est faux, parce qu'on se souvient qu'il y a une différence entre les affinités et les concentrations. Je n'insiste pas là-dessus, je savoure simplement le résultat, c'est-à-dire que je l'exprime correctement. Donc, je recopie d'abord le résultat formel trouvé. Ici, je ne l'ai pas fait parce que j'ai résolu numériquement, mais j'ai indiqué que je ne l'ai pas fait. Introduction des valeurs numériques, je l'ai déjà fait. Introduction des numériques, pas nécessaire. Discussion des résultats. Le résultat pH de 2,77, et puis je l'ai discuté à l'instant, donc je ne vais pas insister. Conclusion et perspective. Alors, la conclusion, c'est que la résolution formelle n'est pas appropriée, mais la résolution numérique est toute simple. Et perspective, j'aurais dû dire ici, on peut faire le même calcul pour un acide fort, un acide faible, une base forte, une base faible, un mélange de plein d'acides, parce que Maple, il s'en fiche d'avoir 4 équations ou 20 équations. En un clic, il le calcule, et ça, c'est vraiment pratique. Des références, voilà, j'ai mis les références à la fin, et tout va bien. Et donc, je peux passer à un deuxième exemple, des spectres RMN. Alors, il y a un titre un peu bizarre, ça marche quand même, ça marche même quand ça ne marche pas. Alors, j'ai préparé ce document il y a un certain temps, je ne sais plus pourquoi j'ai écrit cette phrase souriante, ici, il y a un smiley, et on va le découvrir maintenant. Donc, la question posée, c'est quoi? Donc, soit un spectre expérimental, donc j'ai un spectre expérimental, en général, c'est un tableau de valeurs, hein. Donc, c'est un vecteur, parce qu'il y a les déplacements chimiques dans la première colonne, et puis, par exemple, pour un spectre RMN, l'intensité du signal, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la longueur d'onde en spectron UV, et puis, ou en infrarouge. Mais enfin bref, en général, on peut partir du fichier machine et faire un clic droit pour enregistrer en TXT. Donc, c'est vraiment lisible par un éditeur de texte. Et puis, là, je fais une hypothèse, je prends un calcul compliqué, je dis, ce spectre que j'ai, le spectre élémental, est une somme pondérée de spectres alimentaires SI. Alors, je donne un exemple. Par exemple, j'ai fait un extrait de haricot vert, j'ai j'ai fait un spectre UV visible de cet extrait, et donc, c'est la somme du spectre de la chlorophylle, du spectre de la chlorophylle B, du spectre de la phéophytine, etc. Donc, c'est plein de, 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 de spectres élémentaires pour lesquels la quantité est multipliée par la quantité du composé présent. Et c'est ce que j'exprime ici. Le spectre expérimental, c'est la somme des alpha I et SI. SI, c'est les spectres alimentaires, et alpha I, c'est la quantité, et puis il y a une erreur. Voilà. Alors, l'écriture est vectorielle, hein, tout ça, c'est donc des vecteurs, voilà. Et la question posée, c'est je connais mes spectres élémentaires, et donc je cherche les alpha I, voilà, la quantité. Et pour ça, je fais comme une droite de régression, donc je cherche la somme du carré des erreurs. La voilà. Alors, ce qu'on cherche, je répète, c'est les alpha I. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça pour la résolution? C'est tout simple, on minimise l'erreur, le carré des erreurs, donc on calcule les dérivées partielles. Voilà. Et donc, on obtient un ensemble d'équations, autant que d'inconnus. Et comment on résout? On résout tout simplement avec Maple. Alors, un exemple, voilà, j'ai fait un restart parce que je veux effacer ce que j'avais écrit tout à l'heure. Il y avait pour l'instant, tant que je n'ai pas fait restart, l'équation 1 contient ce que j'y ai mis tout à l'heure. Donc, je vais construire des spectres. Alors, j'ai construit un spectre avec une boucle, par exemple, le voilà. Cette fois-ci, j'ai fait un spectre avec 1000 valeurs, c'est plus réaliste. Donc, je regarde si les spectres sont bien créés. Donc, j'ai utilisé Whisplot. Je suis obligé de le remettre parce que j'ai fait un restart qui a déchargé le paquet. Bon. Alors, ici, je fais un point plot, c'est-à-dire je veux afficher un diagramme fait de points.
point plot. Voilà. Et ce diagramme, ça va être, je donne les points, ils vont être dans la première accolade, mais comme je ne veux pas taper tous les points, je vais faire, je lui dis, tu me donnes une série de points euh, qui ont pour abscisse K, le numéro, et ordonnée S1 de K. Donc voilà. Et ça, ça me donne le spectre que voici ici. Alors ici, j'ai pas passé beaucoup de temps. Voilà, je peux l'agrandir. Le voilà. Il y avait un- il y a qu'un signal, hein, puisque par construction, j'ai mis qu'un seul signal. Voilà, je ne me suis pas fatigué. Ici, je donne une autre, voilà, je donne les 5 spectres élémentaires, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et puis finalement, euh, le, la somme, le spectre donc, expérimental, c'est la somme des cinq. Donc j'écris simplement avec des pondérations que je décide d'inventer ici, qui sont 4, 1, 2, 10, 1, voilà. C'est 4 fois le premier, qui est plus une fois le deuxième, etc. Je l'affiche, et ben j'ai mon spectre. Alors, c'est un spectre construit. Je ne suis pas parti d'un spectre tiré d'une machine, mais ça serait exactement pareil. C'est-à-dire que le S somme exacte, il pourrait être le spectre expérimental. Et maintenant, je veux ajouter des erreurs aléatoires. Alors, je vais prendre des erreurs aléatoires comprises entre 0 et 10. Donc, ici, il y a un petit système pour calculer des valeurs aléatoires. Je les ajoute, hein. Et puis, voilà. Ici, j'ai affiché les erreurs aléatoires, hein. Et j'affiche maintenant la somme, le spectre somme avec les erreurs. Bon, il ressemble évidemment beaucoup, puisque ce sont des petites perturbations, simplement, hein. Voilà. Et puis maintenant, on peut faire la régression. Alors, la régression, on a tout ce qu'il faut. Donc, on fait une régression linéaire multiple. Là, voilà, je le réécris, et puis j'écris mes équations, comme j'ai fait, c'est les dérivés partiels. Je résous le système, et puis j'obtiens les valeurs. Alors ici, c'est merveilleux. J'obtiens donc 4, 0, 1, 2, 10, 0. Voilà. J'obtiens les valeurs exactement comme je voulais. Ce qui veut dire que je serais parti, là j'ai pris un peu de temps pour expliquer comment je construisais mon spectre, mais je serais parti d'un spectre élémental. Il n'y a rien de plus simple que de faire, de trouver les valeurs des spectres initiaux. Alors, passons maintenant à des statistiques. On y était un peu déjà avec les régressions, mais on peut faire des tas de choses. Alors, je vais fermer celui-là, je vais fermer celui-là, je vais arriver sur celui-là. Euh, alors, pour calculer une moyenne, rien de plus simple, on écrit moyenne, on écrit les valeurs, et crac, il calcule la moyenne. On peut le faire différemment en stockant dans une variable et puis en écrivant, voilà, ça revient exactement au même. Un écart type, il y a une fonction qui s'appelle standard déviation qui calcule l'écart type. Et puis, on peut calculer des coefficients de variation. Mais enfin, c'est jamais que le coefficient de variation sur la moyenne. Donc, on peut même se donner le plaisir de valider. Mais c'est idiot, puisque c'est par définition. Calculer la médiane, bon, on fait médiane. Des histogrammes. Ici, j'ai créé une variable aléatoire répartie selon une loi normale. Donc, j'ai pris une moyenne, un écart type pour ma loi normale. Et puis, j'ai pris un échantillon de 100 valeurs. Voilà. Donc, pour ça, il y a une opération qui s'appelle sample, et puis je lui dis 100, et c'est tiré de la variable aléatoire M, celle que j'avais créée, hein. Et puis voilà, sans valeur. Voilà. Puis maintenant, je les affiche. Voilà. Alors, je l'affiche toujours, parce que c'est toujours tellement simple. C'est une ligne de code, c'est une ligne d'écriture pour arriver à afficher. Voilà. Et puis maintenant, j'affiche les histogrammes. Alors, j'en affiche de différentes manières. En voilà un, il est bleu, celui-là, il est vert. Je lui ai donné des précisions, je lui ai donné un style. Bon, et puis, je peux calculer des asymétries. Enfin, je peux faire 1000 choses. Je ne vais pas passer 3 heures avec cette affaire-là, parce que c'est vraiment, il y a trop d'opérations possibles. Euh, Simplement, on peut faire des tests d'hypothèse. Alors, des tests de normalité. Donc, par exemple, ici, par exemple, le test de Shapiro-Wilk, par exemple, bah, ça se fait très facilement. Je lui dis, donc, Shapiro-Wilk test, et puis je donne donc les paramètres qui vont bien ici, et puis il me le donne ici.
alors, je lui ai demandé de me donner explicitement tout le résultat d'emblée. Et voilà, il me donne une hypothèse nulle. Donc, l'échantillon tiré de la population suit une distribution normale. Bon, alors, il me donne même une hypothèse alternative, enfin, opposée. Donc, il recalcule, il me donne les calculs qu'il a fait en quelque sorte, et puis le résultat du test. Donc, ici, le test ne permet pas de conclure que l'hypothèse nulle soit fausse. Alors, si j'avais pris une distribution uniforme, voilà une autre représentation du résultat. Bon, tout va bien. Des ANOVA. Alors, les ANOVA, c'est vraiment très facile. Je le donne comme un exemple, hein. Donc, ici, j'ai donné 3 traitements. J'ai regroupé ça dans une variable donnée data. Et puis, j'ai tapé One Way ANOVA data. Et comme d'habitude, il me donne la matrice de résultats, une matrice à 4 lignes, 5 colonnes, en indiquant, et il me le dit d'ailleurs dans le help, hein, l'aide, il me dit exactement ce qu'on va trouver dans ces colonnes. Donc, ça, c'est très facile. Alors, des prévisions. Alors, des prévisions. Ici, j'ai donné un exemple. Par exemple, ici, j'ai créé un vecteur X, que voilà. Donc, j'ai fait Enter, il m'affiche ce que j'ai créé. Je dois ajouter que si je n'avais pas voulu voir ça, ce qui, à mon avis, aurait été une erreur, parce qu'il vaut mieux vérifier ce qu'on fait quand on calcule, j'aurais pu mettre 2 points à la place du point-virgule, et à ce moment-là, il n'aurait pas affiché le résultat. Il l'aurait calculé sans afficher le résultat. Alors ici, par exemple, j'ai affiché x de i en fonction de i. Et évidemment, j'obtiens cette variation. Maintenant, je crée un deuxième vecteur avec d'autres valeurs que voici. Et ici, j'ai affiché y. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est la chose suivante. J'affiche les données. Euh, je veux afficher y en fonction de x. Et donc, voilà ce que j'ai. C'est un peu différent de tout à l'heure. Mais j'ai fait tout ça pour la raison suivante. Je voulais montrer comment on fait un ajustement d'une courbe. Donc maintenant, j'ai une courbe définie par points, voilà, et je cherche une équation correspondant à cette courbe. Alors je me dis, tiens, il y a peut-être la somme d'une droite et d'une exponentielle. Donc, je vais tester une équation générale, ax plus b exponentielle de x. J'aurais pu tester n'importe quelle autre équation avec des constantes, etc. Je lui dis que c'est en x et en y, et en un clic, il me donne les valeurs numériques correspondant à ça. Alors, je lui ai demandé encore de me donner des résultats, c'est-à-dire l'erreur standard, la t-value, la probabilité, et, et, et moi, je fais toujours afficher les résidus, hein, parce que voilà. Alors, je me suis amusé, j'ai affiché maintenant la courbe enfin la courbe dont il a calculé l'équation. Et puis, évidemment, je superpose les deux courbes. Display, ça veut dire je superpose la figure 1 et la figure 2, et j'obtiens le résultat, les points que je voulais ajuster et la courbe d'ajustement. Bon, c'est pas parfait au début, ça devient mieux après, c'est évident, mais on peut affiner, on peut s'amuser à ça beaucoup. C'est une ivresse, hein, parce que ça prend pas de temps. Voilà. Des corrélations, évidemment, on calcule des corrélations. Alors, on peut faire aussi des ACP. Alors, les ACP, c'est vraiment tout simple. Ça c'est j'introduis les valeurs, voilà. Et puis je fais PCA analysis et crac, j'obtiens tout. Alors je l'affiche. Tiens, il y a ici, je vois que j'ai fait une faute. Voilà, j'ai corrigé ma faute. Et puis je fais un screen plot. J'obtiens euh, un résumé des composantes pour leur proportion de la variance. Et puis, je peux faire un biplot pour afficher les deux premières composantes. Enfin, tout ça se fait simplement. C'est-à-dire que je ne vais pas taper tout ça, on est bien d'accord, hein. Je vais le prendre dans le help, où il y a d'ailleurs des exemples. Je vais faire un copier-coller et ensuite je le mets à ma sauce. Voilà. On est prêt pour parler maintenant de représentation de molécules et commencer des chimies quantiques. Alors, pour ça, donc, je charge le paquet Quantum Chemistry. J'ai mis 2 points parce que je ne veux pas qu'ils me disent tout ce qui va charger. Et puis, il y a plusieurs façons
d'indiquer à Maple la molécule, enfin le composé dont on veut parler. Alors, il y a des fichiers qui s'appellent XYZ, donc on les trouve en ligne, par exemple, hein. On peut les fabriquer soi-même, mais c'est fastidieux quand il y a beaucoup d'atomes. Ici, dans Maple, il y a déjà, dans la toolbox, la Quantum Chemistry, il y a déjà des données. Et en tout cas, c'est là que je vais moi-même y placer les données que je produis ou que je trouve en ligne. Alors, par exemple, ici, j'avais cherché en ligne le fichier XYZ du Sotolon, qui est un petit furanone rigolo. Enfin, rigolo, c'est un petit furanone qui est présent dans le fenugrec, dans le curry, dans le vin jaune. Il a une odeur très, très, très puissante. Euh, dans la noix, dans la brioche, dans le champagne. Voilà. Donc, j'indique d'abord à Maple où est-ce qu'il va trouver le fichier XYZ, que voilà, sotolon.xyz. Voilà, je lui ai dit. Et puis maintenant, je dis à Maple, tu vas lire le fichier XYZ que je t'ai désigné. Et on voit apparaître ici les atomes, donc par exemple un atome d'oxygène qui se trouve à ces coordonnées-là, hein, en XYZ. Les unités sont Langström, donc il y a un certain nombre d'atomes, donc il a chargé toute la molécule. Alors, je fais afficher la molécule immédiatement, c'est-à-dire que ce fichier XYZ, il est maintenant chargé sous le nom de Sotolon, c'est l'opération que je viens de faire ici, et maintenant je lui dis plot molécule, et voilà, il me donne le Sotolon en 3 dimensions. Alors, je peux faire tourner cette représentation autant que je veux. Euh, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Maintenant, je voudrais une autre représentation. Donc, la voici, par exemple. Donc, j'ai simplement changé une comment il appelle ça? Euh, un paramètre, enfin, disons, voilà, et j'obtiens la représentation. Alors maintenant, je voudrais à 2 dimensions, ben le voilà, c'est pas plus difficile que ça. J'aurais pu commencer par ça, à vrai dire, mais ici, euh, voilà la représentation. Alors, on peut afficher par d'autres méthodes. Ici, par exemple, j'ai utilisé l'opération molecular data pour charger euh, le fichier XYZ à partir du SMILES, donc que j'ai trouvé sans doute sur PubChem, hein. Donc, j'ai fait un copier-coller du SMILES, et puis voilà, voilà, et il a chargé la nicotine. Donc, de même, je lui demande d'afficher en 2 dimensions et j'obtiens le résultat. Alors, tout ça va bien, donc on peut représenter, ça on avait bien vu. Mais maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut calculer avec ça. Alors, par exemple, ici, j'ai utilisé, je ne prends que des exemples parce que c'est très long. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs, ça vaudrait. Enfin, bon. Ah, alors, c'est revenu, on a été déconnecté, donc je repartage ceci, voilà. Et je reviens ici. Donc, j'en étais aux charges électriques. Donc, j'ai utilisé l'opération charge plot pour calculer les charges sur la molécule de Sotolon avec la méthode d'Hartree-Fock. Alors ici, j'indique donc les charges positives entre 0 et 0,4 sont en rouge, hein, et les charges négatives sont en bleu, avec des nuances de bleu, hein. Donc, j'ai utilisé la méthode d'Hartree-Fock, donc ça, je ne vais pas insister là-dessus. C'est une méthode connue. Ceux qui ont besoin, ben, iront chercher dans le merveilleux livre de Macquarie, Physical Chemistry, par exemple. Et donc, voilà, on a très vite l'opération. Alors, les dipôles, c'est souvent utile. Donc ici, j'ai fait ce que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire je lui donne le nombre de chiffres. Maintenant, je le fixe à 15. Pour le module de quantum chemistry, c'est nécessaire. Je lui dis, tu vas chercher le fichier XYZ de l'acide acétique. Voilà. Maintenant,
tu lis le fichier. Donc, ici, je lui dis le chemin, mais maintenant, tu lis le fichier. Donc, il m'a chargé le fichier XY de l'acide acétique. Et puis maintenant, tout simple, je lui dis, eh ben, tu m'affiches le dipôle. Et toujours calculé avec Artrifoc. Alors, j'insiste, j'ai pris Artrifoc, mais on aurait pu prendre bien d'autres méthodes. Il a toute une panoplie de méthodes. Alors, toujours avec Artrifoc, je fais un calcul d'énergie d'orbitale. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. Euh, je- 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 j'ai donné un nom au résultat. On va voir pourquoi. Donc, simplement, je lui dis, tu calcules les énergies. Et ben, les voilà. Voilà. Alors, ici, c'est pas complet, hein. Et donc, il y a, le, le résultat est plus long, mais il n'affichait qu'une partie, parce que quand les résultats sont longs, il les tronque. Mais en mémoire, il y a tout. Voilà. Et maintenant, je lui dis, affiche-moi le diagramme donc, en énergie des orbitales. Alors, ça, c'est vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire que j'ai mes valeurs d'énergie, je peux calculer la séparation entre deux niveaux. Enfin, voilà, on peut s'amuser beaucoup. Et puis, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a calculé ça, donc là, je le recalcule, mais je le stocke dans une variable qui s'appelle data, qui contient plein de choses. Alors, le calcul de data prend un tout petit temps. Alors, par exemple, pour l'acide acétique, si j'ai calculé, ça prenait 4 secondes avec mon portable qui est pas une brute. 4 secondes, j'ai tout ça. Et après ça, je peux en faire des tas de choses. Par exemple, là, maintenant, va s'afficher en un clic la densité électronique de la molécule. Ça, c'est vraiment intéressant à voir. Mais je peux avoir la densité électronique d'une orbitale particulière. Donc ça, je trouve ça bien. Et tout peut y passer. Les modes de vibration, donc je calcule leur fréquence, je calcule leur intensité, les occupations orbitalaires, évidemment, c'est très important parce que, par exemple, sur l'oxygène triplet ou singulet, il y a des choses à dire. On peut optimiser la géométrie, c'est-à-dire qu'imaginons que j'ai un fichier XYZ qui ne soit pas optimisé, enfin, où je puisse réduire l'énergie, ben, je vais calculer une optimisation. Calcul thermodynamique, j'en passe. Alors, je vais m'arrêter maintenant. La conclusion, ben, elle a été écrite. Je trouve ça vraiment très extraordinaire, très merveilleux. Je ne suis pas allé dans le help. Ici, en haut, il y a donc help. Euh, alors, il y a plein de choses. Donc, je vais les passer en revue. Le file, ça permet d'ouvrir, sauvegarder, voir les documents, etc. Ça, c'est voilà. Le home, ça permet, ici, par exemple, si j'appuie sur ce point, il va tout calculer la feuille automatiquement d'un coup. Voilà. Je n'insiste pas. Insérer. Alors, insérer, ça me permet d'insérer des tas de choses. Des maths, un bloc, des annotations, des bookmarks pour faire de l'hyperlien, des numérotations d'équations. Ça, c'est vraiment très pratique. Des références, enfin, des images, des tableaux. Voilà, on peut faire des tas de trucs. Edit. Alors, edit, c'est pour vraiment comme Word, c'est-à-dire je fais de l'italique, du souligné, du barré, du romain, du gras, de l'exposant, de l'indice, des couleurs, des surlignages, centré à gauche, à droite, je lui donne des styles, enfin tout ça se fait très facilement. View, alors View, j'ai plusieurs vues possibles et en particulier, je peux faire je peux faire des PowerPoint avec ça. Bon, je n'insiste pas parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Évaluation, c'est donc pour calculer, calculer, c'est ce qu'on a dit. Des outils. Alors, des outils, il y en a plein. Je peux importer des données, je peux charger un paquet. Par exemple, Quantum Chemistry, c'est un paquet. Je peux décider de le décharger, de le charger en cours de route. Il y a des assistants. Alors, ça, c'est très, très pratique. Donc, il y a toute une liste d'assistants. Il y a des palettes, bon, bah, ça, je n'insiste pas. Bon, et puis voilà. Alors, éducation, ça, c'est très utile euh, pour l'enseignement et pour les étudiants parce qu'il explique ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il calcule, par exemple, une équation différentielle, il va expliquer pourquoi il le fait. Et il le fait étape par étape. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors,
Workbook, c'est pour à des fins de publication. Et le help, alors le help est très, très utile parce que on va trouver dedans, donc on tape dans le help, mettons, voilà, les dernières recherches que j'avais faites, donc le diagramme d'orbital moléculaire, l'énergie d'une molécule, converte, parce que souvent, on trouve en ligne un fichier d'une molécule .mol et il faut le convertir en, en point X, Y, Z. Alors voilà, voilà. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc je vais arrêter le partage. Le voilà, je reviens euh, en face de vous. Je suis à votre disposition pour vous aider à découvrir Maple, à l'utiliser. Je trouve que c'est vraiment un logiciel extraordinaire. Tous les ans ou presque, il y a une nouvelle version. La nouvelle version, là, je suis à la version 2025. La version 2026 va arriver. Ils ont mis beaucoup d'intelligence artificielle. Ça risque d'être amusant. Voilà. Et donc, ben, à bientôt. Et en particulier, rendez-vous le 7 avril pour un autre séminaire consacré à la présentation du formalisme des systèmes dispersés pour décrire les systèmes colloïdaux et puis aussi pour en inventer beaucoup. Voilà. À bientôt.